Bienvenue à la télévision rwandaise et surtout bienvenue dans l'émission Majuscule Propos. Ce soir, nous parlons de la crise entre le Rwanda et l'Ouganda. Ça fait 3 ans d'incompréhension, d'accusations mutuelles de deux côtés. Ce soir, on va donc comprendre les tenants et les aboutissants de ce conflit ou surtout de ce malentendu entre les deux voisins. Pour en savoir un peu plus, ce soir, je suis Eddy Sabiti. Sur mon panel, j'ai le plaisir d'avoir le docteur Vincent Abiruta, qui est le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui a été parmi les acteurs dans les pourparlers entre les deux pays. Nous avons également le docteur Jean-Paul Kimonyo. Jean-Paul Kimonyo, qui est conseiller à la présidence, il est également historien. Nous avons également sur ce plateau Albert Rudatsimburgwa, que je présente comme journaliste, mais il porte tellement de casquettes, peut-être qu'on va savoir un peu plus sur ces nombreuses casquettes. Mon cher Albert, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité en plus. Voilà, alors comme je le disais tout à l'heure, là, ça fait 3 ans presque qu'il y a un climat de méfiance, un climat une tension ou des tensions entre les deux voisins. Monsieur le ministre, tout d'abord, on doit comprendre comment en sommes-nous arrivés là, à ces tensions pour deux pays qui sont restés des alliés même pendant de très longues années. Merci de m'avoir invité aussi à cette conversation. Le plaisir est le nôtre. Comme vous l'avez dit, ça fait 3 ans, il y a des tensions entre nos deux pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda, qui sont des pays non pas seulement voisins, mais aussi des pays amis en principe. Mais cette crise que nous traversons aujourd'hui n'est pas la première. Il y en a eu d'autres avant. Mais celle qu'on traverse aujourd'hui vient effectivement de 3 ans. Et si on retourne en arrière, on peut expliquer ce qui s'est passé parce que vous vous rappelez déjà qu'en décembre 2017, ça a fait beaucoup de bruit. Un certain Gatsinzi Fidèle qui s'était fait arrêter en Ouganda, maltraité, puis jeté à la frontière à un certain moment. C'était en décembre 2017. Et il a raconté ce qui lui était arrivé quand il était allé en Ouganda pour des affaires personnelles, comme il y allait assez souvent. Mais par après, vous vous rappelez aussi qu'il y a des membres éminents de FDLR qui ont été interceptés à la frontière entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo, et qui ont avoué eux-mêmes qu'ils rentraient d'une réunion de coordination entre un autre groupe terroriste, la RNC, et les FDLR. Ceux-là ont été interceptés, arrêtés et renvoyés au Rwanda. Depuis, beaucoup de Rwandais ont été arrêtés, maltraités, torturés, mis en prison. Certains ont été renvoyés à la frontière sans aucune formalité. Et la situation est celle-là. Et puis, bon, il y a des activistes de ces groupes terroristes, notamment la RNC, qui sont très actifs dans toutes ces malversations, tous ces mauvais traitements qui sont faits au Rwanda, y compris, ils participent même aux arrestations. Donc, si je me résume, la question est celle-ci. Le problème numéro 1, c'est le soutien de l'Ouganda à ces groupes terroristes qui veulent déstabiliser le Rwanda, notamment la RNC et les FDLR, la Rudurunana. 2, ces activités sont manifestées notamment par les mauvais traitements infligés aux Rwandais qui refusent d'être recrutés dans ces groupes armés essentiellement. Et voilà, c'est ça la question. La première, c'est le soutien à ces groupes-là. 2, c'est les conséquences pour les Rwandais qui sont de l'autre côté, qui refusent d'être associés aux activités de ces groupes armés, notamment d'être recrutés dans ces groupes armés. Et voilà la situation. Et depuis 2019, depuis juillet 2019, il y a une médiation qui est en cours, menée par
Peut-être qu'on on va revenir là-dessus, sur cette médiation et surtout les enjeux qui sont sur la table. Albert, vous êtes, je vous ai présenté en tant que journaliste, et vous êtes également très actif sur les réseaux sociaux, qui est une des plateformes aujourd'hui de la communication, que ce soit gouvernementale ou d'autres formes de communication. Vous êtes parmi les gens qui avaient dénoncé certains faits, jusque même au passeport dont le ministre a fait mention hier, qui a été attribué à la chargée des affaires étrangères du mouvement RNC. Vous avez vu ce mal arriver, ou encore vous avez vu toute cette situation arriver, vous avez crié, mais on dirait que personne n'était là pour vous entendre, du moins les concernés. Je crois que, comme on dit en français, à bon entendeur, salut. Ça veut dire que c'est ceux qui étaient concernés, en tout cas en plus haut lieu, certainement avaient même plus d'informations que moi-même. Mais pour que j'y arrive moi-même à voir ça, c'est que je crois le niveau débordait. Je me rappelle que c'est vrai que mes premières interventions sur Twitter, etc., c'est que je disais, c'est l'Ouganda, running on empty, good neighborness, tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Donc, et il y en avait plusieurs. Mais, comme le ministre nous dit aussi, c'est que il y a quand même des antécédents, il y a quand même un historique. Mais en tant qu'analyste, je dirais, de la région, je me demande pourquoi maintenant. Je veux dire, on a eu des hauts et des bas, mais il faut dire que, je dirais, le système, le gouvernement de Museveni fait quand même 34 ans maintenant. Je veux dire, c'est même 10 ans avant que même le Rwanda commence post-génocide. Et je dirais que normalement, ce qu'on s'attendrait, c'est après 34 ans, c'est une génération. Hein. 34 ans en histoire, c'est une génération. On croirait que normalement, ce système penserait au lendemain. Et là, j'ai l'impression que tout part justement en crise, au lieu de... Normalement, c'est le moment où je me dis que naturellement, comme le ministre l'a rappelé, nos rapports avec l'Ouganda ne sont pas simplement des rapports de voisinage, mais de liens familiaux, qu'ils soient physiques ou politiques même. Et donc, je dirais que là, il y a quand même une inconnue de se demander pourquoi le système a choisi en fait ce chemin-là aujourd'hui. Quand vous dites pourquoi, vous avez parlé de l'histoire. Nous avons un historien avec nous qui va avec, bien sûr, l'histoire, avec également la politique. Docteur Jean-Paul Timognon, c'est de vous que je parle. Y a-t-il des causes historiques, proches ou lointaines, qui expliquent cette situation aujourd'hui? Je pense bien qu'il y a des causes historiques. Mais peut-être avant de revenir à l'histoire, je voudrais revenir un petit peu à la chronologie de la crise. D'accord. Il y a quand même un élément extrêmement important qu'il faut soulever, qui s'est passé l'année dernière, l'attaque à Kinigi, par un certain nombre d'assaillants, notamment de Lunana. Mais ça, c'est très récent. Non, c'est très récent, mais attendez une fois. D'accord. Mais c'est quand même important de le dire aussi. Ces gens-là ont tué un certain nombre de nos concitoyens. Ça, c'est sûr. Et quand on a regardé dans les téléphones des assaillants, on a trouvé qu'ils étaient en contact étroit avec le ministre des Affaires régionales du président Museveni, Mateke. Donc, c'est simplement pour dire aussi. Qui est un de ses proches. Qui est un de ses proches. Enfin, simplement pour dire qu'il faut aussi quand même voir l'acuité de la crise, jusqu'où elle a pu aller. Maintenant, par rapport aux questions historiques, il y a plusieurs choses. Mais je vais vous dire aussi que le président lui-même, à un moment au plus fort de la crise, il a dit à un certain nombre de gens qui participaient à différentes réunions, qui ne savaient pas très bien quel était le problème avec l'Ouganda.
Donc, lui-même avait du mal à comprendre. À comprendre, de pouvoir mettre comme ça, mettre le doigt sur Le problème en le question. problème qu'il y a entre le Rwanda et l'Ouganda. Mais maintenant, au-delà de cela, donc c'est pour dire que je ne veux pas dire que c'est vraiment cela les raisons, mais il y a un certain nombre de raisons qui sont autour. Hein. Il y a d'une part l'histoire des Banyarwanda en Ouganda, les réfugiés rwandais en Ouganda qui ont une histoire qui était assez ambivalente pendant longtemps. Il y a le rapport entre ces anciens compagnons d'armes, entre les gens de la NRA et les gens des forces rwandaises RPA et ensuite RDF. Il y a un sentiment de supériorité qu'un certain nombre des anciens camarades ougandais avaient envers les Rwandais. Sentiment de supériorité, vous dites certains officiers, certains anciens camarades, compagnons d'armes, qui se sentaient supérieurs à certains éléments ou certains hauts gradés qui sont aujourd'hui dans les rangs de RDF, c'est ça? Oui, c'est ça. Et une des spéculations, parce que ce n'est que des spéculations, hein, c'est le sentiment peut-être que Museveni n'a pas accepté que le Rwanda exerce sa souveraineté par rapport à la conduite de ses affaires. Là, vous dites c'est l'Ouganda, d'une manière ou d'une autre, qui cherche à avoir une main mise sur l'appareil d'État au Rwanda, c'est ça? En tout cas, une espèce de ne pas aimer que le Rwanda se comporte de façon indépendante et souveraine. Alors que peut-être qu'ils auraient voulu que le Rwanda soit un peu plus docile ou soit plus à l'écoute de ce que les autorités ougandaises voudraient leur dire. Être dans la position des parents. Oui, c'est ça. Maintenant, il y a aussi une chose qu'il faut voir aussi, hein, c'est que ces mauvaises relations ont commencé très très tôt. Déjà en 1998, on a par exemple à travers le témoignage d'un chercheur, Prunier, qui avait une réunion par exemple qui avait rassemblé un opposant rwandais avec le frère du président Museveni, Sem Saleh, et que cet opposant rwandais cherchait à créer un mouvement armé, déjà en 1998. 4 ans seulement après le génocide et la guerre de libération. Voilà. Et maintenant, on ne peut pas non plus oublier l'épisode de Kisangani, où il y a eu plusieurs batailles entre les forces rwandaises et les forces ougandaises qui étaient à Kisangani. Au début des années 2000. Au début des années 2000. Et les forces rwandaises ont quand même infligé une leçon assez lourde aux forces ougandaises. Donc il y a quand même un passif qui est assez lourd entre nos deux pays, d'une part, mais d'autre part aussi, c'est quand même un pays frère sur beaucoup de plans. D'accord, mais Monsieur le ministre, le docteur et ainsi que Albert rappellent bien les faits historiques qui ont peut-être des ramifications avec la situation actuelle. On a eu Kisangani, il a expliqué, on a eu 98, tout ça, on connaît, mais on n'a jamais eu des situations où on sent la peur dans le chef des Rwandais, présent en Ouganda, poursuivis, arrêtés comme ils l'ont été, et aujourd'hui, avoir le gouvernement du Rwanda sortir clairement et interpeller sa population, faites attention, ne traversez pas vers l'Ouganda. C'était quand même fort, reconnaissons les faits. C'était surtout fort de la part de nos voisins qui ont décidé à un certain moment de maltraiter les Rwandais, de les emprisonner sans aucune procédure. Et ça, c'était fort. Donc, il revenait au gouvernement rwandais aussi de mettre en garde tous ces citoyens pour dire, voilà, il se fait que les Rwandais qui sont de l'autre côté sont maltraités. Nous avons des cas 1, 2, 3, 4. Il y en a des cas qui j'en ai cité au moins un, des cas qui étaient connus qui ont été mis en public par la presse, et il revenait quand même au gouvernement rwandais de prendre ses responsabilités, de dire aux citoyens, faites attention, n'allez pas de ce côté-là parce qu'on ne peut pas garantir votre sécurité. Donc moi je dirais que ce n'était pas fort, oui, mais ce qui était plutôt fort, c'était les sévices qui étaient infligés aux Rwandais par nos voisins ougandais. Et je vous ai déjà dit comment ça se passait.
l'implication des membres de certains groupes terroristes qui opéraient du territoire ougandais et qui opéraient à travers les structures sécuritaires du gouvernement de l'Ouganda. Toutes ces opérations, des arrestations, les mauvais traitements, les tortures et tout ça, c'était mené par des membres surtout de la RNC, mais des gens qui opéraient avec les membres des services de sécurité. C'est documenté et pour vous revenir à la question, je pense que le gouvernement rwandais n'a fait que prendre ses responsabilités pour quand même mettre en garde les Rwandais pour qu'ils ne subissent pas ces sévices qui est infligés à nos concitoyens. Albert, il y a quand même quelque chose qui a été très frappant. D'abord, on a des soupçons, il y a des choses qui se disent dans les coulisses. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, tout le monde peut écrire ce qu'il veut. Mais il y a quand même des choses graves quand on parle de la présence, non seulement d'une certaine conspiration, mais on voit la présence de certains éléments que le Rwanda réclame, que le Rwanda pointe du doigt chez le voisin, qui viennent aisément, mais jusqu'à ce qu'il soit octroyé des documents officiels comme un passeport. Comme le passeport qu'ils ont toujours nié, je crois que c'est le jour même de la rencontre entre la quadripartite dernière du week-end passé. Non, L'avant, le troisième. Oui. Non, maintenant, au dernier... Au 21 février. Où on lit dans la presse ougandaise que, bon, le passeport, on l'a annulé, alors qu'il l'avait nié pendant tout un temps. Donc, les efforts de cette quadripartite, effectivement, quelque part, on va certainement y arriver dans notre conversation, ont poussé aussi à mettre, je dirais, à la lumière ce qui se passe vraiment. Et là-dessus, j'aimerais quand même revenir parce que, avec Jean-Paul, l'angle historique, il se passe quand même que le mouvement de Museveni en Ouganda est historiquement, normalement, un mouvement qui, à l'époque, on appelait progressiste. C'était à l'époque aussi de la guerre froide. Progressiste, anti-impérialiste et antifasciste, anti tout ce qui faisait que l'Ouganda était, par exemple, dans un état d'esprit où il y avait une oppression sur les citoyens, etc. Et Obote, qui avait commencé déjà dans les années après l'indépendance à en fait cibler par exemple les Rwandais, les Banyarwandais en général, comment ont été traités en plus la tribu des Banyarwandais et les réfugiés rwandais qui se sont retrouvés là et l'amalgame qui s'est fait. Et quand les Rwandais, surtout issus de la population des réfugiés rwandaises et qui s'est joint au NRA et qui a été pratiquement le fer de lance, l'élément qui a fait en fait que ce fut un succès, d'abord contre Amin et puis contre ceux qui ont voulu prendre le pouvoir après le renversement d'Amin. Les Rwandais se sont toujours mis de ce côté-là et dans un camp progressiste, ce qui a facilité aussi la maturation du FPR et puis qui a provoqué aussi l'attaque sur le Rwanda. Donc, naturellement, il y a eu, c'était une relation d'alliés naturels, je dirais, d'alliés idéologiques. Et malgré cela, il y a eu, comme on a vu, plusieurs, que ce soit dès le départ, en 90, que ce soit après avoir battu les forces génocidaires du Rwanda, les années qui ont suivi, comme disait Jean-Paul, il y avait aussi une façon de voir de la part de l'Ouganda, de Museveni personnellement aussi, surtout. Our boys
nos petits. Et qu'à un certain moment, quand le Rwanda a dit « Ok, on est frères, mais on n'est pas your boys », ce fut un des premiers, je dirais, peut-être petits problèmes que M. Museveni n'avait encore jamais reçu de personne. Cette réponse de dire hey, on est frères, mais chacun chez soi, c'est le Rwanda qui a été le premier à le dire. Alors, je crois qu'il y a eu une progression, mais on n'était jamais arrivé à une régression qu'aujourd'hui, Museveni contribue à ramener un climat aussi, au-delà de vouloir aider peut-être des mouvements contre ici, mais à ramener un climat à l'intérieur même de la société ougandaise, de en fait chasser le Rwandais, de pouvoir le taper en toute impunité. Donc tout ce changement, je dirais, mental, est quand même quelque chose de jamais vu. Et qu'on ne pouvait pas, je dirais, prédire d'un mouvement comme le NRA. Alors, tout cela a mené à, disons, ce climat de tension, de méfiance et d'accusation mutuelle. Vous avez un mot à ajouter? Parce que, non. Tout cela a mené à un sommet. Un sommet qui a eu plusieurs phases. Nous avons eu le président angolais qui s'est porté... disons, il s'est porté, je peux dire, candidat ou garant. Il s'est dit, OK, je vais essayer un peu d'aider les deux frères à résoudre la question. On a eu le premier sommet de Luanda, on a eu un deuxième. D'abord, on a eu, récemment, on a eu le sommet, la quadripartite de Gatuna ou Katuna, comme vous voulez. Ça dépend du côté où vous êtes. Monsieur le ministre, les 3 premiers sommets, si je dois dire qu'il n'y a rien de tangible qui en est sorti, jusqu'au tout dernier, où on a senti vraiment les choses que le Rwanda a toujours réclamées, on a senti qu'il y a eu des avancées. Peut-être bien avant de progresser, j'aimerais bien que pour les gens qui n'ont pas suivi, qu'on essaie un peu de réécouter ou de suivre encore une fois plus certaines grandes lignes de ce communiqué qu'on va suivre ici, lu par le ministre angolais des Affaires étrangères. C'était le 21 février dernier. Communiqué final. Comme convenu au 3e sommet quadripartite de Luanda et sur invitation de son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, s'est tenu le 4e sommet quadripartite à Gatuna Katuna le 21 février 2020 avec la participation de leurs Excellences Yoweri Kaguta Museveni, président de la République d'Ouganda, Paul Kagame, président de la République du Rwanda, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État ont noté que, depuis leur dernière réunion, des progrès ont été accomplis en ce qui concerne l'engagement des deux parties à faire tout leur possible pour éliminer les facteurs de tension. À cet égard, ils ont salué la libération des prisonniers des deux côtés, ainsi que la garantie de poursuivre ces processus dans le respect de l'état de droit et du droit humanitaire international. Les chefs d'État de la République d'Angola et de la République démocratique du Congo se sont félicités de la signature du traité d'extradition entre la République du Rwanda et la République d'Ouganda, réalisé dans le cadre du sommet quadripartite, constituant ainsi le cadre juridique pour le traitement des affaires judiciaires, y compris celles liées à des activités présumées subversives pratiquées par les nationaux sur le territoire de l'autre partie. Le sommet a recommandé à la République d'Ouganda de vérifier les allégations de la République du Rwanda au sujet des actions provenant de son territoire,
perpétrés par les forces hostiles au gouvernement rwandais. Si avéré, le gouvernement ougandais prendra toutes les mesures pour y mettre fin, ainsi que des mesures préventives pour que cela ne se répète plus. Une fois cette recommandation remplie et communiquée au chef d'État, les facilitateurs conviendront dans un délai de 15 jours de la tenue d'un sommet quadripartite à Gatuna Katuna pour la cérémonie solennelle de réouverture des frontières et la conséquente normalisation des relations entre les deux pays. Cette action doit être vérifiée et confirmée par la commission ministérielle ad hoc pour la mise en œuvre du mémorandum d'entente de Luanda. Leurs Excellences, Yoweri Kaguta Museveni, président de la République d'Ouganda, et Paul Kagame, président de la République du Rwanda, ont une fois de plus félicité le dévouement et l'entière disponibilité de son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, et de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, dans la recherche d'une solution pacifique dans le cadre de la réconciliation entre les deux pays frères. Fête à Gatuna Katuna le 21 février 2020. On a suivi là les grandes lignes de ce qui est ressorti de ce sommet de Gatuna. Monsieur le ministre, le Rwanda a longtemps demandé, exigé la transparence. Vous pensez que cette fois-ci, on est bien parti pour la transparence? Mais si vous permettez, je voudrais retourner un peu en arrière sur les questions d'histoire et l'histoire des tensions et des malentendus entre les deux pays. Okay. Juste la petite question sur les fameux passeports. Je voudrais seulement rappeler que ce fameux passeport n'est pas le premier qui est livré à des personnes qui étaient soit recherchées par la justice rwandaise, soit qui avaient des plans de déstabilisation du Rwanda. Je rappelais des autres passeports qui avaient été attribués à M. Mbarushimana, qui était président du FDLR en ce moment-là. Le fameux major Mirani, qui était recherché par la justice rwandaise et la justice internationale pour des... Qui jusqu'aujourd'hui est recherché. À un certain moment, ils avaient utilisé des passeports ougandais aussi. Donc c'est pour dire que l'histoire ne commence pas juste maintenant. L'histoire de ces activités de déstabilisation du Rwanda. Donc et maintenant, ces activités-là de soutenir les forces qui visent la déstabilisation du Rwanda, surtout ça que le Rwanda a toujours insisté là-dessus, vous pensez que les 30 jours qui ont été accordés à l'Ouganda pour couper cordon avec ses alliés du moment qui déstabilisent ou qui visent à déstabiliser la sécurité du Rwanda. Vous pensez que dans les 30 jours, ils vont vraiment couper ce cordon? Moi, je pense si la volonté politique y était, ils n'auraient même pas besoin de 30 jours. Soit dit en passant, le communiqué qui vient d'être lu, il y a un petit passage qui a été sauté. Les 30 jours ne figurent pas dans la version française du communiqué qui a été lu. Heureusement mais que nous en parlons. Nous le savons, dans les autres langues, c'est bien repris, c'est 30 jours. Et puis après ces 30 jours, 15. plus 15 pour convoquer le sommet. Je disais, si la volonté politique y était, il n'aurait même pas besoin de 30 jours, parce que ce que le Rwanda réclame est bien clair. Nous avons des Rwandais qui ont été arrêtés, qui sont en prison. On demande qu'ils soient relâchés. Nous demandons que cela s'arrête, qu'on ne continue pas à arrêter illégalement et à maltraiter les Rwandais. On demande à ce que les activités des forces négatives qui veulent déstabiliser le Rwanda soient anéanties et que les activistes qui se trouvent de ce côté-là soient poursuivis.
Et ainsi que les différents instruments qu'ils utilisent, notamment des ONG qu'ils ont créés. On nous a dit maintenant que c'était plutôt des sociétés commerciales qui s'investissent aussi dans les droits de l'homme, soit dit en passant. Des activités, des sociétés commerciales. C'est assez bizarre. Moi, je ne savais pas que les droits de l'homme, ça faisait du business, ça rapportait. Et voilà, donc je disais, les 30 jours, c'est vraiment... Pour vous, c'est suffisant? Non, ce n'est même pas nécessaire. Si la volonté politique y était, tout pourrait se régler en une semaine. Alors, peut-être là, je parle à un diplomate. Parlons un peu aux politiques historiens que vous êtes. Docteur, vous pensez vraiment que 30 jours pour une relation qui a été tissée pendant de nombreuses années, parce que si on arrive à accorder des passeports aux gens, ce n'est pas une relation qui date de la dernière pluie, non? Oui, mais je pense qu'il faut aussi prendre en considération l'évolution des choses depuis la première réunion à Luanda. Je pense que le Rwanda a eu une idée très brillante d'initier ou de demander à ce que cette médiation soit initiée, pour pouvoir permettre à une partie tierce de faire un constat objectif des claims ou alors de ce que demande l'un et demande l'autre. Et je pense qu'au bout d'un moment, maintenant, on est arrivé à un moment où les choses se sont clarifiées. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose aussi, maintenant, il faut savoir qui est vraiment demandeur maintenant. Et qui demande quoi? Oui, mais qui est demandeur à ce qu'il y ait un règlement durable de la crise. Le Rwanda est demandeur, bien entendu, mais l'Ouganda aussi. Et si on regarde la situation aujourd'hui, le président Museveni est sous une pression beaucoup plus importante de sa propre opinion par rapport à l'ouverture de ce qu'ils appellent border que le Rwanda. Le Rwanda, par exemple, il semblerait que le président Museveni pensait que lors de la réunion de vendredi, qui s'est passée vendredi, les frontières allaient être ouvertes. Et ce n'a pas été le cas. Or, pour lui, il y a vraiment une pression extrêmement importante de la part des milieux économiques, mais aussi de la population ougandaise par rapport à cette question-là. Et il faut voir aussi un peu au début, où ça avait commencé. Les premiers jours de la crise, les premiers jours de la crise, l'Ouganda disait non, le Rwanda va crever de faim, ils vont venir à genoux demander pardon et tout cela. Ça ne s'est pas passé. Et même au contraire, j'espère qu'on abordera aussi un petit peu la question des opportunités qui sont présentées dans cette crise-là. Mais toujours est-il que là maintenant, c'est vraiment l'Ouganda qui est demandeuse. Ce n'est pas pour rien que le président Museveni a annulé le passeport de Mnangagwa aussi. C'est pas pour rien qu'ils ont commencé à libérer un certain nombre de gens. Du côté du Rwanda, moi, je ne vois pas très bien ce qu'on a fait. On n'a pas fait grand-chose. Ouais. Donc, c'est pas pour rien qu'un certain nombre d'actes assez forts ont été posés. Et je pense que si Museveni veut vraiment que le board, comme il l'appelle, s'ouvre, il faudra qu'il fasse des actions bien concrètes. Moi, j'ai l'impression que ça va passer. Je voudrais peut-être le compléter ici. Quand on parle de la fermeture de la frontière... Justement, c'est cette question que les gens se posent. Ça prête à confusion. Le Rwanda dit clairement que la frontière n'a jamais été fermée. Pourtant, les gens ne traversent pas. Vous pouvez un peu éclairer l'opinion publique sur cette question? On peut même admettre que la frontière est fermée du côté de Gatuna, mais il faut voir qui a fermé la frontière. Celui qui a fermé la frontière, je pense que c'est celui qui a commencé à maltraiter les Rwandais qui traversaient pour aller de ce côté-là. Quand on parle de faire des affaires, le commerce, il ne s'agit pas des biens seulement, il s'agit aussi des personnes qui transportent ces biens et qui font les affaires. Donc celui qui a pratiquement fermé la frontière, c'est celui qui a commencé à harceler, à maltraiter les Rwandais. Donc c'est bel et bien l'Ouganda qui a fermé cette frontière. Maintenant, il faut bien que l'Ouganda remplisse un certain nombre de conditions pour que les gens soient rassurés qu'ils peuvent aller d'un pays à l'autre sans être inquiétés. C'est ça la question. Sinon, ce que le Rwanda a fait, c'est de dire à ses citoyens, et faites attention, vous êtes en danger si vous passez de l'autre côté. Et il y a des cas, c'est concret, ce n'était pas quelque chose d'inventé. Et c'est tout. Sinon, la fermeture de la frontière,
quand vous décidez que les gens qui viennent vers vous seront emprisonnés ou torturés, maltraités, vous fermez littéralement la frontière. Mais d'ailleurs, c'est pratiquement la chronologie des réunions. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'Angola a appelé tout le monde, première réunion, on ne pouvait que constater les faits et que chaque partie présente son point de vue, le pourquoi et le comment. Après, à la sortie de la réunion, justement, il y a des choses que les différentes parties se sont convenues de faire. Donc ce n'est qu'à la prochaine réunion qui a suivi là-dessus que les gens aussi, chaque fois les parties, je dirais que le couloir s'est ici au fur et à mesure des réunions. Et à clarifier et à démontrer qui raconte des bobards et qui a des excuses et qui, en fait, aussi raconte chacun sa vérité. Elle était maintenant testée en réalité. Mais ce qui est important, c'est que au plus le temps dure, au plus ça devient plus insupportable pour l'Ouganda, surtout. Je pense que quelques heures après ce sommet de Gatuna, le vendredi dernier, le président Museveni je parlais de Twitter qui est aujourd'hui une plateforme de communication. Je pense qu'on doit s'arrêter sur le premier tweet. C'est un tweet qu'il a tweeté à 20h. C'est quelques heures après ce sommet de Gatuna. Lui, il dit qu'il sympathise avec les citoyens rwandais et les citoyens ougandais, notamment pour ceux qui ont été affectés par la fermeture de la frontière de Gatuna. Alors, il dit qu'il en appelle à la bonne volonté du côté du Rwanda pour cesser cette misère ou les conséquences auxquelles font face ces populations qui sont affectées par la fermeture de cette frontière. Monsieur le ministre, là, nous sommes à quelques heures de la fin d'un sommet comme ça où les gens il y a des engagements qui sont écrits et tout le monde s'engage encore plus l'Ouganda, parce que c'est de lui plus qu'il s'agit à régulariser certaines situations. Que pensez-vous de ce tweet? Il est porteur de quel message selon vous? Il y a deux problèmes dans ce tweet-là. Pour commencer, le président de l'Ouganda s'adresse aux citoyens aussi bien ougandais que rwandais. Ça tombe peut-être dans sa conception de ce qu'il est dans cette région et que oui, c'est bien l'Ouganda qui doit s'occuper aussi bien de l'Ouganda que du Rwanda. Du petit Rwanda, dans sa tête. Donc, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est une accusation à miroir. Je dis à ces citoyens-là, aux Ougandais, voilà, moi je viens de là, j'étais venu pour ouvrir la frontière, mais les Rwandais n'ont pas voulu. Mais encore une fois, c'est lui qui a fermé la frontière et il sait bien ce qu'il doit faire pour que cette frontière puisse être ouverte instantanément au moment où il aura rempli un certain nombre de conditions qu'il connaît très bien. Et comme je disais, ça ne devrait pas prendre même 2 semaines. En une semaine, tout serait réglé si la volonté politique y était. Il y a une chose également que j'aimerais bien avoir votre commentaire là-dessus. Peut-être la technique va nous aider à regarder une fois de plus le Twitter. Il y a dans un Twitter, pas celui-là, le deuxième, dans un tweet, il dit la présidence ougandaise annonce qu'il y a une conférence de presse après ce sommet. Selon vous, il n'y a jamais eu de conférence de presse. Ça, c'est une annonce qui a été faite officiellement. Docteur Kimonyo, est-ce qu'il y a un problème de communication là? Parce que je pense qu'il s'agit de... Mais c'est peut-être moi qui devrais répondre à la question. Tout à fait, il était là. D'abord, il y avait un projet de programme qui avait été préparé par les médiateurs. Ici, on a parlé beaucoup de l'Angola, mais
veux rappeler que la République démocratique du Congo aussi fait partie des médiateurs. Et sur ce projet de programme, il y avait bien la conférence de presse qui était mentionnée. Il y avait aussi d'ailleurs une cérémonie de traversée de la frontière qui était mentionnée sur le projet de programme. Mais comme vous le savez, ce n'était qu'un projet. Le chef d'État avait toute la latitude de changer ce projet de programme et de l'ajuster aux circonstances. Donc, c'était facultatif? Non, c'était un projet de programme que le ministre avait préparé pour les chefs d'État. Mais c'est à eux de l'ajuster, d'ajouter l'un ou l'autre point ou d'enlever l'un ou l'autre point. Et donc, à la fin, ils ont jugé que tout était compris dans le communiqué et qu'il était suffisamment explicite, qu'on n'avait pas besoin de faire une conférence de presse. Mais je pense que ce tweet a été posté soit avant le sommet lui-même, soit pendant le sommet par celui qui gère ce compte-là. Mais voilà, c'est ça qui s'est passé. Je crois qu'il est quand même important de revenir sur les différentes étapes du projet de la quadripartite. Ça veut dire que la première réunion, c'est pour, en fait, être tous ensemble d'accord qu'il faut causer. Et ça a réuni les gens avec témoins, je dirais, les protagonistes. Les témoins, c'est le Congo et l'Angola. Les protagonistes ont soumis chacun leurs problèmes. Et donc est sortie une résolution qui dit, bon, donc, pour les résoudre, il faut faire X, Y, Z. Ce qui nous amène à la deuxième réunion. À la deuxième réunion, le Rwanda montre que, pour eux, de toute façon, on ne reprochait rien à l'Ouganda, enfin, rien de clair au Rwanda, mais les demandes du Rwanda, elles étaient précises. Et en démentant, en disant qu'ils allaient travailler là-dessus, ça nous a remis à une prochaine réunion, une troisième réunion. Chaque fois, en fait, la précision se rapprochait de demander à l'Ouganda de passer à l'acte. Ça veut dire que dès le départ, on a soumis qu'il y a des gens qui sont prisonniers, incommunicado, le soutien au RNC. Mais au troisième, on amène même encore aussi l'histoire de l'attaque de Kinigi, en disant, mais sur la scène des crimes, il y avait des téléphones, on sait qui est connecté chez vous. Donc, tout ça, chaque fois, se précise. Et donc, l'Ouganda a une certaine pression. Seulement, après la troisième, d'un côté, il ne faut pas oublier que les gens qui ont amené la négociation, pour eux aussi, leur intérêt, il y a un intérêt. Leur intérêt, c'est que ça soit un succès. C'est qu'en fin des fins, on fasse ouvrir cette frontière de façon solennelle avec tout le monde. Donc, eux aussi, ils peuvent, en espérant que cette fois-ci, tout le monde va jouer et qu'ils vont pouvoir revenir après cette quatrième réunion en disant, voilà, le problème est réglé. Seulement, à la quatrième, effectivement, l'Ouganda n'avait toujours pas rempli toutes les demandes du Rwanda. Et c'est pour ça qu'on parle de ce passeport qui a été annulé la veille ou le jour même. Mais il y a d'autres choses qui n'ont toujours pas été terminées. Mais et de là... Il y a également l'envoi de deux éléments qui ont participé à l'attaque de Kinigi, parmi les 15 Rwandais qui ont été rapatriés. À 24 heures ou 48 heures. Laissez-moi seulement rappeler que ces deux-là figurent bien sur la liste, c'était ceux qui ont été relâchés, mais ils ne sont pas mentionnés comme des terroristes qui ont participé à l'attaque de Kinigi. Mais pourquoi cette... C'est pour juste... c'est diplomatique. C'est pour camoufler la chose. Mais ils ont dit ils avaient été arrêtés pour port illégal d'armes. Mais en réalité... ils avaient fait partie de l'attaque de Kinigi. Voilà. Il y en a deux autres qui sont restés, dont le coordinateur de toute l'attaque. On espère bien que... Et ils nous ont dit qu'ils ne sont pas connus de ce côté-là, mais peut-être que la prochaine fois, ils nous seront remis aussi.
Là, nous parlons de l'Ouganda et du Rwanda, qui sont deux pays membres de la communauté est-africaine, qui appartiennent à cette organisation régionale. Aujourd'hui, nous avons la République d'Angola, qui est aujourd'hui le président angolais qui est médiateur. Nous avons également le président Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez dit médiateur, mais quelque part, on parle également de Félix Tshisekedi. On parle aussi d'observateur de la République démocratique du Congo en tant qu'observateur. Mais, messieurs les ministres, et également le docteur Kimonyova, mais vous allez m'aider à comprendre, et également le public, pourquoi la question n'a pas été traitée au niveau de la région? C'est bien la région. Non, de la communauté est-africaine. Parce que c'est vrai que le Rwanda et la République démocratique du Congo se retrouvent dans d'autres blocs sous-régionaux, mais la question, des gens se poseraient la question, est-ce qu'il n'y a pas eu un échec au niveau de la communauté est-africaine à aider ces deux frères à résoudre leurs questions ou leur conflit? Pas nécessairement, parce que dans le texte qui régisse la communauté de l'Afrique de l'Est, il n'y a pas un mécanisme de gestion des conflits. Donc, de ce côté-là, c'est normal, ça? Bon, ça dépend de comment c'est historique. C'est un paradigme. Ils n'ont jamais imaginé un cas. C'est historique. C'était une communauté économique régionale. Le volet économique et intégration a été privilégié. Et ce mécanisme n'est pas prévu dans le traité. Mais cela n'empêche, l'un ou l'autre qui aurait pris l'initiative d'aider nos deux pays à régler la question aurait été le bienvenu. Mais la RDC fait partie de la région, à mon avis, et l'Angola, c'est un pays ami. Et même dans le cadre des Grands Lacs élargis, vous savez que nous avons ce qu'on appelle en anglais, c'est CIRGL. CIRGL, oui. L'Angola fait partie de ce communauté. C'est pourquoi je dis l'Angola fait quand même partie de la région. Alors, est-ce qu'on a senti la volonté de la communauté est-africaine? Parce que je l'ai dit, précédemment, on a eu le cas du Burundi, Albert. On a eu en 2015 le problème qui a opposé. En général, il y a un déficit vis-à-vis. De manière générale, on ne sent pas. Ce n'est pas seulement sur le Burundi, mais je veux dire, même certains problèmes qui se passent entre le Kenya et l'Ouganda. Le Sud-Soudan également. Non, le Sud-Soudan, au moins. Qui est membre aujourd'hui. C'est surtout l'IGAD qui s'occupe de. C'est ça. Mais entre membres, donc le Sud-Soudan n'a pas de problème avec un autre membre. Mais entre membres, il y a un déficit quand même. Ça, c'est clair. Et je dis, et c'est au départ de cette région. Parce qu'il y a jusque je dirais même maintenant, parce que la théorie de l'intégration et les piliers sur lesquels tout est décrit, la communauté est-africaine est en fait titrée des plus prometteurs. Mais depuis la crise du Burundi, je dirais, il y a une régression qui, à mon avis, est évidente. Et d'ailleurs, le dernier mensonge issu de l'Ouganda, c'est que le prochain sommet des chefs d'État va être reporté à la demande du Sud-Soudan. Mais en Ouganda, on dit déjà que c'est le Rwanda qui a demandé encore une fois, en plus, en disant encore une fois, alors que la dernière fois, je crois que c'était la Tanzanie qui avait demandé. Mais on met tout sur le dos du Rwanda. Maintenant, il faudra voir qui dit ça. Alors, docteur Kimonyova, j'imagine que ce n'est pas le gouvernement ougandais qui dit ça. Je pense que, comme dit Albert, la communauté économique des pays de l'Afrique de l'Est, au plan politique, il y a certainement un blocage. Le blocage le plus important, peut-être, c'est celui par rapport à la question du Burundi. La médiation que devait mener le président Museveni n'a jamais abouti à quoi que ce soit. Par rapport à la question entre l'Ouganda et le Rwanda, il faut aussi se rappeler qu'il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, le président Uhuru Kenyatta avait fait comme un geste pour essayer d'être le médiateur entre les deux pays, ça n'avait pas marché. Voilà. Donc certainement, je pense qu'il y a des problèmes au niveau de la communauté économique de l'Afrique de l'Est.
Mais maintenant, je ne voudrais pas qu'on termine cette émission-là sans aussi parler un petit peu des contre-coups positifs de cette crise-là par rapport au Rwanda. Parce que quand même, il y a quelque chose aussi important. Parce que avant de dire ça, les gens ont annoncé presque l'apocalypse pour le Rwanda. C'était la fin. Absolument. Avec le conflit entre l'Ouganda. Oui, et le premier... Qui est sorti gagnant? Bon, c'est pas terminé. Je ne pense pas qu'on peut parler de sortie. Non, avant même l'issue. ne parlons pas de ce sommet, mais la situation actuelle, parce que le Rwanda était annoncé dépendant de l'Ouganda sur le plan économique. Oui, tout à fait. Mais on ne va pas parler, je ne pense pas qu'il faudrait qu'on discute en termes de gagnants, de perdants par rapport à ces questions-là, mais on peut aussi voir qu'est-ce que le Rwanda a gagné dans cette crise-là. Parce qu'une crise, c'est aussi des risques, mais c'est aussi des opportunités. Et parmi les opportunités, il y a d'abord un réveil d'un certain nombre d'entreprises rwandaises qui avaient pris l'habitude soit alors de sous-produire ou alors de s'approvisionner en Ouganda, qui ont commencé à produire elles-mêmes. Il y a des routes, par exemple, qui ont été trouvées par rapport à l'importation des biens. Par exemple, les gens qui importent les biens à partir du port de Mombasa ont trouvé un raccourci à travers la Tanzanie, un raccourci de 400 km. Que personne n'avait jamais imaginé. Elle existait, la route était mauvaise. On n'a jamais... Voilà, mais maintenant, elle est exploitée, et elle est exploitée de façon intensive. Alors qu'on prédisait des problèmes économiques importants par rapport au Rwanda, le Rwanda, ces 2 dernières années-là, a eu la croissance économique la plus importante sur peut-être les 10 dernières années. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que le tissu économique rwandais qui s'était peut-être assoupi par rapport à des tendances de dépendance par rapport à l'Ouganda depuis la fin du génocide, n'avait pas réévalué un petit peu peut-être ses forces et ses capacités à faire de la substitution des importations comme elle a fait aujourd'hui. Oui. Donc je pense que quand on parle de cette crise-là, il faut aussi regarder aussi qu'est-ce que le Rwanda a gagné dans cette crise. Albert, peut-être aussi, avant de revenir au ministre et pour clôturer, on a senti que cette tension, cette situation n'était pas que politique. On a senti toute une machine médiatique derrière. Ah oui, non. En fait, ça c'est les gens. Parce que je dirais, les gens à l'intérieur aujourd'hui de cette crise ont aussi un autre bras armé qui est la communication. Ça veut dire qu'on a vu une prolifération en fait de plateformes de communication. Bon, c'est l'ère des réseaux sociaux. Mais enfin, on dit toujours réseaux sociaux, mais je veux dire de plateformes médiatiques, je dirais, parce que les réseaux sociaux, ce serait comme si c'était seulement un WhatsApp, un message entre toi et moi. Mais quand on est là, sur Twitter, que tout le monde nous voit, et des sites web, etc., oui, non, donc tout, je dirais, tout le narratif de ce qu'on voudrait nous faire croire passe, par exemple, par ces réseaux sociaux. Le fait que quand le Rwanda a annoncé qu'ils avaient vu que les gens du RNC bougeaient sur des passeports ougandais, directement, c'est pas le gouvernement enfin, le gouvernement a peut-être démenti du bout des lèvres, mais surtout leur plateforme médiatique, ça a été dit que le Rwanda a comment on dit, forgé inventé. A fait un faux. Un faux document. A fait un faux document qu'ils ont exposé, etc. Et ce même faux document a été maintenant officiellement annulé. Donc, effectivement, il y a aussi une bataille de l'opinion. Mais il faut dire qu'il vise ça veut dire que, au départ, le Rwanda, dans sa réaction, accuse le coup, bien entendu. Parce qu'il y avait cette dépendance, je dirais, qui avait été naturelle. Enfin, pas une dépendance, mais une relation. Mais à partir du moment où on est obligé de dire aux Rwandais, attention, il ne faut plus aller là, on accuse le coup et on cherche d'autres choses. Mais à ce moment-là, ces plateformes médiatiques étaient en fait dirigées vers notre propre opinion publique au Rwanda pour en fait, je dirais,
décourager la population et en fait les encourager à protester contre le leadership de ce pays-ci. Là, j'ai compris. Peut-être, monsieur le ministre, juste 30 secondes pour nous dire, êtes-vous optimiste pour la suite des événements? Oui, d'un côté, oui, je suis optimiste parce que si l'Ouganda fait ce qu'il a à faire pour que la relation soit rétablie, elle sera bien rétablie. Mais de notre côté, il y a ce qui est perdu qui ne sera pas retrouvé parce que dans ce processus, il y a des gens qui sont morts en détention en Ouganda. Il y a une mère qui a perdu son bébé en Ouganda qui n'a pas pu retrouver. On pourra rétablir, normaliser les relations, serait possible, moyennant que les conditions soient remplies et on sait ce que l'Ouganda doit faire. Et si la volonté politique y est, ce sera possible. Mais il y a des dégâts qui sont irréparables. Je citais des pertes de vie qui ont eu lieu. Cela ne sera pas facile à récupérer. Je pense qu'on aura à redire dans les prochains jours sur ce conflit Ouganda-Rwanda. Merci beaucoup à nos invités, Albert, ainsi que le docteur Kimonyo et surtout le ministre Biruta des Affaires étrangères du Rwanda. L'émission, c'est Majuscule Propos, c'est la télévision rwandaise. Je suis Edith Sabiti. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Majuscule Propos.